Barré, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la FinTech Fair. Merci d'avoir accepté notre invitation. FinTech Fair, podcast financier d'un genre nouveau qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Alors, se présenter, c'est jamais un exercice facile. Surtout d'imaginer qu'est-ce que les auditeurs ont envie de savoir et qu'est-ce qui va les intéresser ou pas. Mais pour faire simple, on va dire je suis un banquier entrepreneur. J'habite à Genève. J'ai grandi dans le sud de la France. J'ai habité aux États-Unis. J'ai fait une partie de mes études en Argentine également. Donc voilà, j'aime bien. Je suis quelqu'un qui aime voyager, qui suis curieux et qui aime apprendre. Donc voilà qui je suis en quelques mots. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on aura l'occasion d'en apprendre encore bien plus durant cette discussion. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis un entrepreneur dans les métiers de la finance principalement. Mon expertise, c'est le métier du family office. Donc on peut se dire, c'est quoi un family office ? Si on le traduit littéralement, on va dire c'est un bureau qui sert les intérêts d'une famille ou qui décharge une famille fortunée, bien sûr, en général, qui la décharge de ses tâches. Donc ça peut être les tâches financières, les investissements, mais aussi certaines tâches administratives. Ça peut être son patrimoine immobilier. Donc on voit que c'est des choses assez larges. Ça peut même être s'occuper de l'école des enfants, payer des factures, les écouter. Moi, je pense que c'est un truc hyper important d'un family office. Les écouter, savoir les conseiller, parler avec les différentes générations de la famille. Donc voilà, c'est beaucoup d'éléments, mais ça, c'est mon métier de base, on va dire, le family office. Et donc, vous avez une family office, vous avez également une entreprise qui s'occupe dans le domaine sportif. Dites-nous-en un peu plus. Alors, comme j'ai dit, on peut dire le mot slasher. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Un slasher, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, qui fait plusieurs activités, peut-être un peu hyperactif ou en tout cas très motivé dans la vie. Et c'est vrai que moi, c'est ça. Je suis tout le temps motivé, tout le temps passionné, tout m'intéresse. Et en fait, le sport, c'est juste que mon voisin, c'est l'ancien chef légal de l'UEFA. Et quand il a quitté l'UEFA, il m'a dit ouais, je vais créer une agence de sport, on va représenter des sportifs, on va parler à des clubs de sport, on va leur trouver des sponsors. Et il m'a dit, moi j'ai tout vu du côté UEFA, comment ça se passe, donc là on va être du côté client, donc je sais exactement ce qu'il faut faire, etc. Et toi, tu es très bon dans le business, dans les relations, le contact des investisseurs, des clients, etc. Donc on serait très complémentaires. Et voilà, j'ai juste accepté en fait cette opportunité. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Mais ça reste une petite activité pour moi. Je pense que c'est 10%, 15% de mon activité. Et il y a une autre activité que je trouvais assez intéressante. Alors, je ne sais pas si c'est une activité ou un hobby, plus. C'est l'organisation de lunch pour millionnaires. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors cette initiative, honnêtement, celle-là, elle me prend de plus en plus de temps. Et pourquoi elle me prend de plus en plus de temps ? Parce que je trouve justement que c'est quelque chose qui est riche, sans mauvais jeu de mots, qui est passionnant. Et je vois que je réponds à un besoin. Ce besoin qui est de rassembler les gens. Ce besoin de créer des espaces où les gens peuvent se retrouver, mais en confiance, comme si on était en réunion de famille ou d'amis, et on peut partager certaines valeurs et partager tout simplement notre histoire, nos expériences. Et en fait, je vis des moments très forts avec ce club. Des gens qui me racontent même des choses privées, qui racontent à personne d'autre et qui se sentent en sécurité pour me partager ces choses. Et là, je me rends compte qu'en fait, dans cette société, quand on a quelque chose qui est difficile, qui nous arrive, on n'a pas grand monde vers qui se tourner.
Si on a de la chance d'avoir des bons amis, tant mieux, etc. Mais quand on est un grand chef d'entreprise ou un investisseur, des fois, même notre conjoint, il ne sait pas exactement nos préoccupations. Et en fait, de se retrouver entre nous, euh, Avec des semblables et des gens qui ont les mêmes intérêts et surtout les mêmes peut-être craintes et, et les mêmes difficultés. Je pense que ça aide aussi à se livrer. exactement. Et c'était pas le premier objectif, mais en fait, je vois que je réponds à un besoin. Et moi, je trouve que voilà, avoir une mission de vie ou avoir euh, quelque Quelque chose qui chose, nous dépasse. ouais, quelque chose qu'on fait qui apporte une valeur, Mm. bah, ça nous fait sentir tellement bien et on a envie de continuer. Du coup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je mets de plus en plus de temps et d'énergie là-dedans parce que c'est très cool. On vous souhaite beaucoup de succès en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment on fait pour gérer tout ça? Je laisse un blanc, Il n'y a tout, peut-être pas de bonne réponse. tout simplement parce que c'est un apprentissage en fait. En fait, on ne naît pas avec un guide de l'entrepreneur ou le guide du succès. Bien sûr, il y a beaucoup de livres, beaucoup de podcasts, beaucoup de gens qui peuvent nous aider. Et ce que vous faites, c'est d'ailleurs juste incroyable parce que transmettre ces expériences, le partage d'expériences, c'est énorme comme valeur en fait. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus à notre portée tous ces éléments. Mais moi, c'était un apprentissage en observant, j'imagine, des mentors. Donc on peut parler de se trouver un mentor, passer du temps avec lui euh, pour justement développer certaines compétences. Mais voilà, il n'y a pas de secret. C'est pour avoir une expertise, il faut passer du temps dans un domaine. Donc s'il y a un domaine qui vous intéresse, trouvez un mentor, passez du temps dans ce domaine et vous deviendrez un expert. Je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner. Mais est-ce que des fois, il y a cette culpabilité peut-être qui vient en se disant, bah, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai la famille, j'ai les amis, j'ai toutes ces choses-là. Finalement, on peut pas être bon partout. Et peut-être qu'il y a des manquements. Enfin, je dis ça en tant que... Parce que je vis la même chose. Donc comment est-ce que on fait? Ou il y a peut-être des jours où il faut juste accepter que c'est comme ça, non? La plupart des gens, j'ai l'impression que leur objectif, c'est de remplir leur agenda. Parce que s'ils remplissent leurs agendas, ils vont se sentir importants et sentir... ils vont pas se sentir face à leur peur, à eux-mêmes, et ils vont se sentir comme des gens importants, occupés. Euh, et j'ai l'impression que ça devient peut-être une obsession d'avoir un agenda rempli. Et en fait, moi, je suis un peu bizarre. On se connaît pas bien, mais je suis un peu fou et bizarre. Et moi, si je devais avoir un objectif cool, ce serait d'avoir le plus de blanc dans mon agenda possible. Le plus de temps libre possible. Et franchement, comme vous dites, j'ai beaucoup d'activités. J'ai ma famille, j'ai 3 enfants en bas âge. Enfin, c'est énorme. Et franchement, j'ai pas mal de temps. Parce que moi, je pense que j'aurai du succès le jour où j'ai l'agenda le plus libre et blanc possible. Et, euh, et ça, c'est un shift qu'on doit faire. Et si on pense à ça et qu'on arrive à aller vers cette direction, ben, ça peut être très très cool. Et du coup, on a du temps pour venir ici, pour prendre une après-midi entière, pour discuter, pour partager, pour échanger. Euh, on rencontre des nouvelles personnes, on peut rendre service. Mais toutes ces choses-là, c'est celles-là qui apportent le vrai bonheur. Alors que si on veut avoir un agenda rempli et avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus, bah finalement, il y a pas de fin. Et donc, ça finira par nous rendre tristes et nous frustrer. C'est un peu l'apprentissage que j'ai fait par rapport au fait d'être occupé. Je pense pas que être occupé signifie qu'on est quelqu'un d'important. Pas synonyme de qualité de vie. Exactement.
peut-être au contraire. Et aujourd'hui, on voit tellement de problèmes avec les burn-out. Ça coûte énormément aux entreprises, Et toutes à la ces choses, société. et à la société, exactement. Et je pense que ça, c'est le mal de notre siècle, et on n'en est qu'au début. Euh, les suicides également, dans mon entourage proche, j'en connais plusieurs, récemment. C'est incroyable. Donc voilà, notre santé mentale, etc. Ça, c'est des sujets aussi qui me tiennent à cœur, et j'ai aussi beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On est là pour les entendre. C'est vrai que c'est quelque chose que vous avez évoqué sur les réseaux, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, qui s'appelle la busy culture. On a toujours, enfin, c'est un peu hype, c'est un flex. La tendance, une Ouais, tendance. c'est une tendance, genre on est cool parce qu'on est toujours busy, on n'a pas le temps et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un shift qui est en train de se faire aussi gentiment. On est en train de se dire, ben en fait, la vraie richesse aujourd'hui, c'est le temps. Le temps, la qualité des relations qu'on a avec ses amis, sa famille, dans le business ou autre. Et ça, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est, comme on parlait tout à l'heure, c'est générationnel. Peut-être que la génération des millennials et toutes les générations qui viennent par la suite, elles sont en train de faire ce travail-là, qui n'est pas évident, parce qu'on est encore dans un monde où ces règles-là sont majoritairement prenantes. Mais je pense que pour les générations à venir, le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense qu'il va ouvrir la porte à pas mal de choses positives, on espère. Et j'espère qu'on aura de plus en plus de gens qui réfléchissent comme vous et qui mettent ça aussi en avant. Si on revient un peu sur votre parcours, Oui. comment est-ce que vous avez commencé? Comment est-ce que ce shift s'est fait? Comment est-ce que finalement on passe d'étudiant à millionnaire? Comment on fait ce trajet-là? C'est une très bonne question, et je suis ravi de partager mon histoire plus en détail. On va dire ça a commencé de manière un peu classique, où j'ai fait des études en business. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans la banque privée. C'était quelque chose qui m'attirait, la banque privée. Voilà, j'étais un employé normal. La différence déjà que je remarque maintenant avec le recul entre moi et les autres employés, c'est que j'étais toujours intéressé par vraiment les questions de stratégie de haut niveau de la société. Donc moi, je faisais mon petit travail dans mon petit département, mais ça m'intéressait énormément comment on va développer ce business de manière globale, comment on va innover, comment on va avoir les meilleurs talents dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est plus dynamique qu'une autre, comment on crée une marque qui est forte. Tous ces sujets, ils m'intéressaient, mais on ne me demandait pas du tout d'y réfléchir. Et j'ai senti déjà que j'avais cette différence avec les autres employés. Est-ce que c'est quelque chose qui dérangeait parfois? 100%. 100%. Et c'est tellement regrettable. Je dérangeais tout le temps. Et moi, je parlais souvent au top management des boîtes avec qui j'étais. Dès que j'en avais l'occasion, dès que je les croisais, j'essayais de discuter avec eux, de leur montrer que ça m'intéressait, les stratégies, et que si je pouvais m'impliquer, ça m'intéressait, etc. L'innovation, je créais des comités d'innovation dans les entreprises, etc. Et la plupart des gens dans l'entreprise étaient dérangés et ne savaient pas où me mettre finalement. Il y a des silos, des cases, et si vous ne rentrez pas dans une case, vous êtes un problème pour l'entreprise et vous dérangez. À tous les niveaux d'ailleurs. Et quelle est la finalité pour moi? C'est que souvent je me suis fait virer, je me suis fait licencier, et pas qu'une fois. Et du coup, j'étais jamais vraiment heureux en entreprise. Et ça, c'est triste. C'était pas une époque simple. Je me suis accroché parce que on a besoin d'un salaire.
et on pense que c'est la seule façon de faire. Donc on essaye de se ranger, mais chaque fois que j'essayais, ça marchait pas. Il faut aussi se rappeler que pour les plus jeunes qui nous écoutent, à l'époque, être À l'époque. entrepreneur, à l'époque, ouais. À l'époque, il y a 10-15 ans, être entrepreneur, c'était pas cool, hein. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, à l'école, il y avait personne qui parlait d'être entrepreneur, encore moins influenceur. Bon, ça, c'est encore les générations de maintenant, mais C'est vrai. à l'époque, on voulait tous être banquier, avocat, médecin, parce que ça faisait aussi partie de l'éducation et que ça faisait partie des codes de coolitude de l'époque. Et donc, du coup, sortir de cette trajectoire, c'était plus compliqué aussi. Enfin, j'ai l'impression que la majorité des entrepreneurs, c'était dans les métiers aussi manuels, des choses comme ça. Mais dans le domaine tertiaire, c'était encore pas trop exploité, quoi. Donc oui, je comprends aussi cette frustration. Ouais, alors peut-être que j'étais un petit peu en avance, effectivement. Mais pour moi, ça m'a toujours paru naturel. Euh, mais ouais, j'étais peut-être un peu en avance. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'aime bien être un peu fou et j'aime bien ce côté-là. Bien les gens comme ça ici, ça tombe bien. Après ce passage en entreprise, comment est-ce qu'on fait le shift? La chance. C'est vrai? La chance. Mais c'est quoi la chance? Justement, parce que C'est quoi la chance? moi, c'est quelque chose, je n'y crois pas du tout, la chance dans le domaine du travail. Alors, je m'explique. C'est la chance, on la provoque, cette chance. Euh, Pendant des années, j'ai construit un réseau. Euh, Avec, je vous disais, je parlais au top management des boîtes tout le temps. Je m'intéressais aux investisseurs potentiels. Toutes ces choses-là, j'allais manger avec des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant des années. Mon LinkedIn, je l'ai développé alors que pas beaucoup de gens utilisaient LinkedIn, c'était au tout début. Moi, je l'utilisais déjà énormément. Je rencontrais les personnes, je m'intéressais. Donc, il y a toute cette préparation qui fait que quand la chance doit vous arriver, c'est parce que vous l'avez provoqué, vous vous êtes préparé à quelque chose, mais vous ne savez pas forcément ce que ça va donner. J'avais pas un plan en tête en me disant je vais cultiver ce réseau et je vais devenir millionnaire. Mais pourtant, c'est grâce à ça. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Précisément, c'est que tout simplement, une personne à qui j'ai rendu un petit service qui n'avait rien à voir avec mes activités du cahier des charges, donc alors que j'étais employé, j'ai rendu service à un client qui avait rien à voir avec mon cahier des charges. Et la personne, elle s'en est souvenue. Et elle m'a dit qu'elle m'appréciait. Je lui ai dit que je l'appréciais. Ça s'est terminé comme ça. Et 2-3 ans après, elle vous recontacte. Et là, elle vous donne des responsabilités énormes. Et voilà. Est-ce que c'est de la chance? Pas vraiment, vous avez raison. Mais le jour où on vous recevez ce message, c'est très cool. Moi, j'ai l'impression que c'est à force de se préparer que le jour où l'opportunité vient, ben, on est prêt. Parce que peut-être qu'on a des opportunités tous les jours, mais on n'est pas prêt, donc on ne peut pas les prendre. Tellement. Et c'est vrai qu'on aime bien dire le mot chance, mais je pense qu'il y a peut-être un autre mot qui serait plus adapté. Lequel, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme vous dites, il y a aussi une question de probabilité. Si vous faites beaucoup quelque chose et vous multipliez vos chances, vos possibilités, eh ben, la chance de réussite, elle est beaucoup plus grande parce que vous avez fait beaucoup de travail et beaucoup de préparation. C'est la 1001e flèche qui arrive enfin. Voilà. C'est clair que j'ai dû aider des dizaines de personnes. Celle-là m'a remercié de manière énorme, mais d'autres n'ont rien fait. Et il n'y a pas de souci, mais voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et donc, du coup, vous avez commencé avec une family office directement? Exactement. Donc, pour pas changer, je me suis fait virer en 2018. Et je me suis dit, bon, ben, ouais. Et c'était, je sais plus, la 3e ou 4e fois. Je me suis dit, bon, j'ai l'habitude, entre guillemets. Et donc, j'avais moins de crainte que les autres fois. Je me suis dit, bah, les autres fois, j'ai toujours rebondi. Je me dis, j'avais pas de crainte, j'étais bien. Donc ça, c'était déjà énorme pour moi
en termes de construction personnelle, de savoir que j'avais de la valeur malgré cela, ça c'était déjà magnifique. Et je me suis dit, je vais rebondir, mais dans mon esprit, je voyais pas les choses en grand. Je me disais, je vais rebondir, je vais trouver un autre job dans un autre family office, parce que j'ai quand même un bon CV, etc. Et puis à ce moment, je reçois ce message de cette personne qui me dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je lui dis « Rien de spécial. » Il me dit « Ah, parce que j'ai fait une grosse levée de fonds pour mon entreprise. » À l'époque, c'était les ICO. Donc, c'était les levées de fonds en crypto, en fait, en token, en jetons numériques, en français. Et donc, c'était une énorme levée de fonds. C'était les années 2017. Il y a eu quelques grosses levées de fonds. Et il me dit j'ai besoin de quelqu'un qui gère toutes mes affaires, quelqu'un de confiance. Et j'ai besoin que cette personne soit en Suisse. Parce que j'ai un gros business en Suisse et j'ai aussi besoin d'un administrateur pour le gérer et il doit être basé en Suisse. J'ai dit moi, il n'y a pas de souci. Je m'occupe de tout ça pour toi. Et les semaines passent et il me dit et au fait pour la rémunération. Et je lui dis non mais moi de toute façon je suis en train de chercher un nouveau travail, il n'y a pas de souci. Il dit non parce que moi je veux te garder sur le moyen terme parce que j'ai une autre personne qui fait ce que tu fais aujourd'hui mais j'ai pas confiance en cette personne, j'ai l'impression qu'elle me vole de l'argent et je veux que ça soit toi qui reprennes tout ça. Et donc, j'ai envie de te payer. Il m'a dit, tu veux combien ? Et il m'a dit, mais l'argent, c'est pas du tout un sujet pour moi. Il m'a dit, tu me dis combien tu veux et il n'y a pas de souci. Il m'a donné le double de ce que je gagnais en tant qu'employé. Et je travaillais 3 voire 4 fois moins. Alors ça, c'est le rêve de toute personne. Gagner plus et travailler moins. Vous pouvez me le présenter. Et ça, c'était le game changer, comme on dit en anglais, de ma vie. Et ça, c'était en 2018. Et là, on peut voir sur mon t-shirt, Geneva 2018. C'est l'année où les choses ont un peu changé pour moi. Ouais. Bravo. Et après, la clé, c'était aussi de bien investir ce temps et cet argent que j'avais. J'avais du temps et de l'argent. Et j'ai investi ce temps et cet argent. Ouais, c'est vrai parce qu'après, une fois que les contraintes changent, qu'on n'a plus ces questions de contraintes de survie, de constamment travailler donc pour payer ses factures, etc. Après, bien évidemment, dans le domaine de la finance, on n'est pas à ce niveau-là, mais dans le sens, voilà, on doit quand même travailler pour quand même vivre. Malgré tout, on a quand même un temps qui est assez restreint. Donc du coup, c'est vrai que ça donne un certain mindset et ça shift sur certaines priorités qui sont peut-être plus à court terme. Mais une fois qu'on enlève ces contraintes au niveau monétaire et au niveau du temps, j'ai l'impression qu'on a l'esprit bien plus clair, bien moins stressé et qu'on peut faire des vraies décisions de fond sur le long terme. On est dans une magnifique position, exactement. Ouais. Et c'est une vraie richesse, mais dans le sens vraiment large et noble du terme, pas uniquement financier. Tout à fait, tout à fait. Surtout aujourd'hui, dans un monde où tout va très vite. Exactement. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec ce podcast, c'est que dans un monde où tout va très vite, où il faut prendre vite les choses et puis les raconter en 2-3 minutes, et ben non, nous on aime bien casser ça. On donne un temps illimité aux personnes pour qu'elles viennent parler comme vous, qu'on passe du temps. Et c'est bien aussi de casser les codes et de se donner la chance et le luxe de pouvoir faire ça en fait. Alors quand vous m'avez dit que vous avez besoin de 3 heures de mon temps, c'est vrai que j'ai trouvé ça énorme. Ouais. Et mais comme vous dites, j'ai tellement de chance de pouvoir accepter cette invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. On espère la renouveler prochainement. Donc c'était le début de la montée en puissance. Oui. Début de nouvelles décisions, mindset shifté. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on a tout ça ? C'est quoi finalement les décisions que vous avez prises ? C'est quoi les choses essentielles à ce moment-là qui se mettent en place ? Alors, il y avait 2 choses principales à laquelle je devais réfléchir.
comment investir mon temps, comment investir mon argent. Investir mon temps, c'était avoir beaucoup plus de moments de qualité avec moi-même, avec ma femme, avec mon premier enfant à l'époque. On était en train d'avoir le deuxième. Passer beaucoup de temps en famille. Ça, c'était juste génial. Et réfléchir à des nouvelles idées, des nouveaux projets constamment. Rencontrer beaucoup de personnes sans avoir une idée derrière la tête. On en parlait aussi tout à l'heure de vendre. Juste rencontrer des personnes parce qu'on est intéressé par ce qu'elles font. On a envie d'apprendre, on est curieux. Donc, c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai rencontré des personnes, beaucoup de personnes. Et j'ai eu des moments de qualité avec moi-même, avec ma famille. Je dis moi-même parce que c'est tellement important aussi dans ce monde où tout va vite de prendre du temps pour soi, marcher si on peut, regarder l'environnement, la nature, ou même regarder les gens quand vous êtes dans le bus, plutôt que... C'est encore pas facile pour moi. J'ai tendance aussi à baisser ma tête et être sur mon téléphone. Mais qu'est-ce que c'est agréable de juste regarder les gens, de réfléchir, voilà, prendre du temps. Donc c'est ça que j'ai pu faire. Ça, c'était au niveau comment investir mon temps. Et investir mon argent, j'ai fait principalement 2 choses, les crypto-monnaies et l'immobilier. Question d'opportunité, j'ai acheté ma résidence principale, quelques autres petits biens immobiliers aussi. On va dire que dans un patrimoine, l'immobilier, c'est, on va dire... Un incontournable. Exactement. Je pense que tous ceux qui ont un patrimoine, une bonne partie, peut-être la moitié ou 30%, ça sera de l'immobilier. Donc pour moi, c'est assez logique également. Donc je suis très content avec les investissements immobiliers. Et puis les cryptos, comme je suis toujours curieux, etc., c'est vrai qu'il y a eu cette grande mode. Justement, je vous disais tout à l'heure, en 2017, il y a eu beaucoup d'ICO, des levées de fonds en crypto, etc. Et du coup, je me disais, mais c'est quoi la blockchain, etc. Et puis du coup, j'ai dit, le meilleur moyen, c'est de commencer à un petit peu investir, à rentrer dedans de manière plus concrète. Et jusque-là, je suis très content aussi d'être rentré dans cet écosystème. C'est des belles personnes dans cet écosystème. Parce que avant tout, le monde crypto et blockchain, c'est aussi une philosophie. Et j'aime bien cette philosophie. J'ai l'impression que c'est aussi des gens qui ont, comme ce qu'on disait tout à l'heure, un peu un ras-le-bol du statu quo et qui viennent chercher de nouvelles choses. C'est aussi générationnel. Une fois de plus, j'ai l'impression que c'est un peu les millennials un peu plus jeunes, un peu moins jeunes, et qui viennent vraiment dans cette envie de faire changer les choses. Mais en 360. À travers la technologie, mais aussi à travers ce mode de vie. Le discours que vous avez aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent sur les réseaux. D'accord. C'est des gens, de plus en plus, qui veulent s'acheter une qualité de vie, qui ont justement ce mindset de oui, c'est vrai, c'est bien de travailler ou pas, mais c'est aussi mieux de profiter de la vie et de vivre, parce qu'on n'est pas venu sur cette terre que pour travailler. Et ça paraît simple, déjà c'est très difficile à faire, et déjà pas tout le monde peut se permettre de le faire. Mais surtout, faire ce shift au niveau du mindset, c'est vraiment pas évident. Et ça fait peur, je pense. Ouais, aussi. et il y a un point qui me vient en tête. J'ai suivi une formation qui s'appelle Trouver ses zones de génie. Et franchement, je peux que recommander cette formation. Et en fait, dans cette formation, on apprend qu'on a tous des zones de génie. Et notre responsabilité, c'est de passer le maximum de temps dans nos zones de génie. Une zone de génie, c'est bien plus une compétence. Une compétence, ok, je suis meilleur que quelqu'un d'autre à faire ça. Mais ce n'est pas forcément votre zone de génie. Peut-être ça va quand même vous prendre de l'énergie. Une zone de génie, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes dans votre zone de génie, carrément, ça vous donne de l'énergie de faire cette activité. Et ça, c'est exceptionnel. Et si vous êtes dans vos zones de génie, vous êtes inarrêtable. C'est très très intéressant. Ouais. Franchement.
Ça serait quoi votre zone de génie à vous? Alors, je suis peut-être pas un bon élève du cours parce que j'arrive pas bien à les résumer, mais je les ressens au fond de moi. Et c'est tout ce côté réseau, écoute, Moi, j'ai l'impression de la vision 360 aussi, peut-être. d'après ce que vous disiez. Ben, Stratégie un peu. Ouais, stratégie, Vision stratégique. Quoi. Peut-être. futuriste. Ouais. Alors, merci beaucoup. Et justement, un des exercices qu'on fait dans ce cours, c'est qu'on demande à nos proches, selon vous, c'est quoi les zones où je suis vraiment meilleur que les autres et puis nous, après, on essaye de voir si c'est des compétences ou si c'est des zones de génie. Donc, j'ai fait toute cette liste. Il faudrait que je retrouve tous ces sujets. Mais en tout cas, la conclusion pour moi de cette formation, c'est je dois passer le maximum de temps dans les choses qui me rendent heureux, etc. etc. Donc, je fais vachement attention à ça maintenant. C'est vrai que c'est quelque chose dont j'entends parler de plus en plus, c'est finalement de rester concentré dans ce dans quoi on est bon. Parce que c'est là où on sera déjà de un épanoui, et c'est là où on pourra vraiment apporter une vraie différence. Je me rappelle une fois, j'avais parlé avec quelqu'un qui disait, moi, la manière comme j'éduque mes enfants, je leur dis, faites ce qui vous plaît. Parce que si vous faites ce qui vous plaît, vous serez forcément meilleur que les autres. Vous trouverez très certainement un moyen de vous faire de l'argent avec. Et j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur conseil et la meilleure approche possible, en fait. Et c'est dommage que nous, en tant qu'adultes, on oublie ça. Parce qu'une fois de plus, on a les contraintes de la vie, etc. Mais je pense que les nouvelles générations l'ont peut-être un peu plus compris. Du moins, j'espère. Et avec cette nouvelle vie, finalement, quels étaient les challenges que vous avez rencontrés? Les challenges, c'est que les gens ne nous comprennent toujours pas parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'on fait. Ils ont envie de savoir, c'est pas très clair pour eux. Et on a l'impression que les gens veulent toujours savoir dans quelle case nous mettre ou comment nous ranger. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, ça les dérange un petit peu. Mais bon, moi, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Moi, maintenant, je suis heureux d'être bizarre. Assumé. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné une conférence à des banquiers. Comment trouver des nouveaux clients. Et j'étais très content de faire ça et tout. Et à la fin, les gens ils viennent me voir et une personne en particulier me dit « Mais vous êtes qui, vous ?» Je dis « Je sais pas, comment ça ?»« Vous êtes un extraterrestre. » Et puis moi, j'ai rigolé. Et je sais pas à ce jour si elle disait ça comme quoi c'était négatif ou positif. J'en sais rien. Mais moi, je suis content de dire on peut vivre différemment, on peut faire les choses différemment, c'est OK. Et c'est cool, quoi. Et donc, ouais, je suis un extraterrestre et voilà, et j'assume, comme vous dites. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle souvent d'une séparation de plus en plus marquée entre les riches et les pauvres, etc. Mais j'ai l'impression que cette démarcation, elle se fait à tous les niveaux. J'ai l'impression qu'elle se fait au niveau du mindset, elle se fait au niveau de la technologie, elle se fait au niveau de l'approche de la vie. C'est qu'on est de plus en plus dans la confrontation entre l'ancien et le nouveau monde, mais dans tous les niveaux. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va cohabiter avec tout ça et dans quelle direction on va aller. Je pense que rester dans l'ancien monde, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va tous aller ensemble en même temps dans le nouveau monde? Je sais pas. Quel qu'il soit, hein. C'est vraiment cet esprit de ok, je fais mon job, je le fais comme il faut, je sors de là et après c'est bon, c'est fini. Et puis il y a d'autres personnes comme vous qui disent non, moi il me faut plus dans la vie, j'ai d'autres attentes. J'ai d'autres objectifs que j'aimerais réaliser, des gens un peu plus libres, on va dire. Et du coup, il y a ces deux mindsets qui s'opposent et qui sont en train de plus en plus être distincts l'un de l'autre. Dans quelle direction qui va gagner, je sais pas. Vous parliez tout à l'heure de conseils. Quels conseils on pourrait donner à un jeune étudiant qui voudrait devenir millionnaire aujourd'hui? Je pense que les possibilités sont beaucoup plus importantes qu'avant. Avant, si on venait pas d'une certaine famille, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, je vais vous citer un exemple d'un de mes amis, et ça c'est un conseil que je donne aussi au passage. Quand je dis un de mes amis, moi j'ai des amis de tous les âges. Et ça c'est magnifique. Avoir des amis qui sont bien plus âgés que vous, qui peuvent vous transmettre, des mentors, etc. Et des amis par exemple très jeunes, pour moi c'est énorme d'apprendre d'eux. Et justement j'ai un ami qui à 18 ans a dit à sa mère moi je veux pas faire d'études, ça sert à rien, ça m'intéresse pas.
Bien sûr, sa mère, elle était inquiète. Et du coup, ils ont fait un deal. Ils ont dit, OK, tu as 1 an pour être un gros entrepreneur et de me prouver que voilà, tu peux être un bon entrepreneur. Sinon, dans 1 an, ben, tu dois faire tes études, même si tu n'aimes pas. Et donc, mon ami, qui est bien plus jeune que moi, il a accepté ce challenge. Et les mois passés, il a réalisé qu'être entrepreneur, c'est hyper dur. Et en fait, il s'est formé. Comme j'ai dit, maintenant, on a beaucoup de possibilités avec Internet. Il s'est formé. YouTube, apprendre, développer des expertises. Et tout d'un coup, il a vu qu'il était bon dans tout ce qui est création de contenu, qui mettait en avant des rappeurs sur Instagram. Il avait créé une communauté comme ça. Et bref, il a commencé à se faire remarquer. Il venait d'un petit village de Suisse. Et tout d'un coup, il y a des gens de Paris qui lui ont dit on veut te rencontrer et tout, ce que tu fais, c'est cool. Et donc sa vie, elle a changé à 18 ans déjà. Et il est allé à Paris. Et au final, il a commencé à travailler avec les plus grands artistes français. Je vais en citer un, sûrement que vous connaissez tous, qui s'appelle Patrick Bruel. Et en fait, il était avec Patrick Bruel chez lui, à Paris, en train de bosser. Et en fait, il a dû rester plusieurs jours, plus de temps que prévu. Et c'était l'anniversaire de sa mère. Et il a dit à Patrick Bruel, bon là je dois rentrer, c'est l'anniversaire de ma mère. Et il a dit ouais, mais on a encore du boulot. Et du coup, comme sa mère était fan de Patrick Bruel lui a fait une vidéo, il lui a dit ouais, désolé qu'il pourra pas être là pour ton anniversaire, mais on bosse sur des trucs et tout. Et ce jour-là, sa mère, elle a réalisé que ça y est, son fils était devenu un entrepreneur et qu'il pouvait prendre les décisions qu'il voulait. C'est vrai que c'est une chance incroyable qu'on a aujourd'hui, et surtout les jeunes. Typiquement cet exemple-là, j'ai l'impression qu'on est dans le monde du possible aujourd'hui. Et que finalement, la seule chose qui freine, c'est le mindset, une fois de plus. Après, bien évidemment, il y a les contraintes du quotidien, mais j'ai l'impression que ça reste le plus gros facteur. On en revient à la chance qu'on disait tout à l'heure qu'il faut la provoquer. Il faut tenter des choses. Il faut être dans l'action. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, etc., mais il faut être dans l'action. Lui, il s'est fait remarquer parce qu'il a fait des actions. Il a essayé des choses. Et en anglais, on dit lean startup, ça veut dire un peu je sais pas la traduction exacte, mais c'est un peu s'avachir ou enfin un peu bouger comme ça. Et en fait, en français, on dit pivoter. Une startup qui pivote de modèle d'affaires ou qui pivote de stratégie, etc. Une flexibilité. Exactement. Donc, il faut être agile. Il faut savoir pivoter. Mais pour cela, il faut essayer des choses. Donc, on essaye une chose, on pivote, on ajuste, on avance, on continue, on persévère. Finalement, cette approche darwinienne, c'est le fait de justement s'adapter, que les animaux qui sont encore là aujourd'hui, c'est ceux qui ont réussi à le mieux s'adapter en fait. C'est aussi simple que ça. Et que j'ai l'impression, oui, c'est valable dans tous les aspects, dans le business ou autre en fait. Donc là, on a parlé de vous, personnellement, de votre expérience, de votre parcours. On va passer maintenant au secteur financièrement, parce que c'est là que vous êtes implémenté, que vos business sont. Donc vous avez dit que vous avez une family office qui est implémentée à Genève. Qu'est-ce que vous faites avec cette family office ? Vous avez des cryptos que vous gérez aussi ? Alors, un family office, pour moi, il y a deux activités principales. La gestion de fortune